Panel américain en compagnie de Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel C. Auger. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonjour. Bonjour. Nous avons valsé toute la journée en allant dans une direction. Oui, on a une entente entre les États-Unis et l'Iran. En allant dans l'autre direction, non, on n'a pas d'entente entre les États-Unis et l'Iran. On en est où, Raphaël, à 17h34 ce soir? Au même endroit. Au même endroit où on se trouve depuis maintenant plus de 100 jours. À force de traiter chaque déclaration de la Maison-Blanche comme étant révolutionnaire, évidemment que les gens se perdent, alors que le constat demeure exactement le même quand on prend un pas de recul. C'est-à-dire que pour que les États-Unis obtiennent leurs réels objectifs, c'est-à-dire la fin du programme nucléaire iranien, la fin du programme balistique iranien, la fin de l'appui iranien aux groupes armés de la région comme les Houthis et le Hezbollah, vous devez changer de régime. Et vous ne pouvez pas, presque assurément, changer de régime en vous limitant à des frappes aériennes. Ce qui mène à deux options. Pas 25, pas 50. Deux. La première, le bourbier des 100 derniers jours, continue. La deuxième, on arrive à une entente. Mais une entente dans laquelle les États-Unis reconnaissent implicitement, évidemment, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et si jamais, Sébastien, dans quelques heures ou quelques jours, on arrive à l'option numéro 2, la même question qui se pose depuis des mois va devoir se poser, c'est-à-dire comment réagit Israël. Ils ne la trouveront pas drôle. Qui est le troisième joueur là-dedans. Mais juste pour précision, les informations qui circulent, puis on va vous montrer des tableaux dans un instant, vous y croyez ou vous y croyez pas, Raphaël, sur les modalités de l'entente de principe? Je suis parfaitement prêt à y croire. Voici pourquoi, Sébastien. Je vais vous donner le meilleur exemple. L'administration Trump dit on est sur le point d'une entente dans laquelle l'Iran renonce de façon totale à démanteler son programme nucléaire. L'Iran, de son côté, dit on est peut-être près d'une entente dans laquelle on s'engage à négocier pendant 60 jours sur le nucléaire iranien. On s'entend dessus qu'un n'est pas synonyme de l'autre? Voilà, donc, je peux parfaitement croire ça. Voilà. Donc, Catherine, est-ce qu'on est dans des interprétations différentes? Est-ce on s'éloigne d'une entente? Ou est-ce qu'on est dans une question de priorités qui ne sont pas les mêmes? Comment vous voyez ça? Bien, c'est tout ça, en fait. Je pense que mon collègue l'a dit. D'abord, il y a un problème de leadership. Du côté de l'approbation par l'Iran, ce qu'on comprend, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une entente qui est, disons, amenée au leader suprême et aux gardes révolutionnaires en Iran, par ceux qui font de la diplomatie pour l'Iran, le ministre des Affaires étrangères, dans ses discussions avec le Pakistan également, ça bloque. Donc, on parle d'un leadership. D'abord, il y en a beaucoup qui sont décédés, qui ont été tués. Un leadership qui est assez morcelé, avec des éléments radicaux qui rejettent ce que les tranches inférieures du côté iranien leur amènent. Donc, ça, c'est le premier problème. Ça passe pas. On parle d'un changement de régime, mais il n'y a même pas un régime qui est uni. C'est un leadership morcelé. La deuxième chose, c'est que Donald Trump annonce la fin ou l'atteinte de l'objectif avant que l'objectif soit atteint. Et ça prend les gens par surprise. Ça crée beaucoup de tensions. Mais je pense que ce qui accroche aussi beaucoup, c'est la question des fonds iraniens. Ces fonds qui sont gelés, que je suis absolument... je le sais, c'est certain, c'est sur la table, c'est épineux. Donald Trump, le président, ne veut pas faire un Barack Obama de lui-même et avoir à donner de l'argent à l'Iran. Et donc, ça, c'est un point assez épineux. Là, je vais m'arrêter là, mais il y en a d'autres, là, mais je pense que ça, c'est des facteurs centraux en ce moment. Puis, à toute fin pratique, quand on parle de 30 jours pour un cessez-le-feu, puis pour l'ouverture du canal Hormuz, on voit bien qu'il y a un peu de trafic dans le canal Hormuz, mais que le cessez-le-feu ne tient plus du tout. Là. Donc, Puis sur les fonds bloqués, c'est pas du petit change. Là, on parle de 24 milliards de dollars, en tout cas selon les Iraniens. Voici, Michel. C'est du petit change pour Elon Musk, Sébastien. C'est du... Oui, voilà. Qui vaut 1000 milliards de dollars. OK. Michel, voici la réaction de Donald Trump à la diffusion d'informations, notamment par l'Iran aujourd'hui. Les conditions que l'Iran a divulguées aux fake news n'ont rien à voir avec les conditions convenues par écrit. Ce qu'ils ont dit, y compris leur déclaration faible et pathétique sur la conclusion d'un accord, n'a aucun rapport avec la vérité. Ce sont des gens très déshonorants avec eux. Il n'y a pas de bonne foi incroyable en lettres majuscules. Ça suscite quelle réflexion chez vous? Que ça fait une trentaine de fois qu'il dit à peu près la même chose depuis le début du conflit et qu'à chaque fois, il dit « Ah, ça va bien, nous sommes près d'un accord ». Parfois, il menace. Parfois, il dit « Ah, s'ils ne signent pas un accord, je vais les bombarder jusqu'à ce que leur civilisation n'existe plus. » Puis à la fin, on arrive avec une déclaration comme celle-là. « C'est pas ce qu'on veut, mais on continue à négocier, mais on n'est pas sûr. » Puis
Mais là, ça fait plus de 30 fois. À un moment donné, le problème, il va être dans l'opinion publique américaine. Le problème, il va être, est-ce que notre président est fiable? Est-ce qu'il sait ce qui arrive? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Et c'est là que ça risque de devenir un problème de politique intérieure très sérieux pour M. Trump. Et d'ailleurs... c'est un fait que ça ne doit pas être facile de négocier avec les Iraniens, là. Je pense pas que c'est ça. Mais à un moment donné, toujours la même rengaine, c'est pas mieux. Raphaël? J'allais simplement ajouter que j'en parlais avec Olivier Bourque, juste avant d'entrer en onde. Regardez comment les marchés réagissent moins. Ils réagissent encore, mais beaucoup moins qu'au début du conflit, à la lumière des différentes nouvelles déclarations du président. Est-ce que donc les marchés se sont comme habitués aux sorties de M. Trump, Catherine? Est-ce que ça joue ça sur la façon avec laquelle M. Trump aborde le conflit? Si les marchés baissent, il va vouloir avoir un accord plus rapidement. Est-ce que les marchés influencent Donald Trump? Qui sait? Si j'avais à répondre, je dirais oui, absolument, 100 %. Je veux dire, on va parler peut-être de l'autre sujet tout à l'heure, ce qu'il fait par rapport à UFC. Ce que ça peut faire pour lui, l'IPO, l'entrée en bourse de SpaceX. Il contrôle le narratif, il contrôle le marché jusqu'à un certain point, bien sûr. Aujourd'hui, le premier ministre du Pakistan a dit que c'était fait, il y avait un accord, c'est signé, tout va bien. Les marchés n'ont pas réagi. Donald Trump, quand il le dit, ça a encore un effet, bien sûr. Puis, au sujet du Pakistan, justement, Michel C., est-ce que ça vous rassure? Voici la déclaration de Shehbaz Sharif, le premier ministre du Pakistan. Nous pouvons confirmer qu'un texte final et consensuel de l'accord de paix a été élaboré et que le Pakistan travaille désormais en étroite collaboration avec les deux parties pour définir les prochaines étapes. La paix n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Est-ce que ça vous rassure? Michel C. Pas vraiment. Je pense que le premier ministre du Pakistan essaie d'être un joueur dans cette partie-là. Et je ne suis pas sûr que... toute l'aide est bienvenue, bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il est un joueur dans cette partie-là. Et jusqu'à maintenant, la seule personne qui contrôle le jeu, c'est les Iraniens. Même si le régime est décapité, même si on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, mais c'est justement ça leur force, c'est qu'à un moment donné, quand vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous ne pouvez pas négocier bien fort. Bon point, en effet. Puis on comprend que le gouvernement iranien est morcelé, comme le disait, je pense, Catherine, un peu plus tôt. Okay. Oh, oui. Parlons de SpaceX, Catherine. Donc, l'entrée en bourse de la compagnie de Elon Musk, c'est un départ canon, un départ fusée pour cette entreprise. Ça veut dire donc qu'elle est cotée en bourse, qu'elle devient publique, que les gens peuvent acheter des actions. Qu'est-ce que ça veut dire dans la course à l'espace? Est-ce que ça renforce Elon Musk comme quelqu'un d'incontournable? Bien, d'abord, aujourd'hui, ça crée beaucoup de volatilité parce que ce n'est pas le dernier méga IPO, la méga entrée en bourse. Il y en aura d'autres, notamment OpenAI. Mais écoutez, c'est extraordinaire parce que c'est le rêve américain. C'est à peu près 5 000 employés de SpaceX qui sont devenus millionnaires. 400 d'entre eux vaudraient aujourd'hui à peu près 100 millions. C'est une consécration de SpaceX. Je vais vous dire, si SpaceX n'était pas là, jamais le gouvernement, et même Lockheed Martin, qui est très dépendant du gouvernement, et pris dans cette bureaucratie-là, aurait réussi ce que Elon Musk a réussi avec SpaceX. C'est vrai, c'est la vérité, et donc il faut lui donner ça. Et c'est la même chose avec les satellites de Musk et sa vision là-dessus, puis même chose avec la technologie et l'AI. Alors, c'est une consécration aujourd'hui pour lui. Et évidemment, c'est une démonstration du rêve américain, là, que c'est d'une entreprise qui a commencé, comme il l'a dit lui-même, dans un garage et qui aujourd'hui est la plus grande entrée en bourse de l'histoire. Du monde. Alors, c'est quand même une journée incroyable. Avec une valorisation de 2 000 milliards de dollars. Elle vaut SpaceX 2 000 milliards de dollars. C'est quand même... ça donne... Oui, un peu plus de 2 000 milliards de dollars. Ouais. Voilà pour les chiffres. Ouais. Donc, l'action à 160 dollars, une hausse de 20 2 000 milliards de valeur. C'est quoi la relation, Raphaël, entre Elon Musk et Donald Trump? Parce qu'à un moment donné... la Maison-Blanche s'était transformée en concessionnaire Tesla. Là. Ils vendaient des Tesla sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ça allait bien, c'était une espèce de bromance. Là, ils ont cassé après. Ils en sont où, est-ce qu'on sait?
Non, on ne le sait pas. Certainement pas les membres du grand public. Ils se sont reparlé clairement depuis. À quel point sont-ils proches? Je n'irai pas sur le terrain de la spéculation, pas plus que sur le terrain de la course à l'espace. Je ne suis pas un expert de la question. Ce que je peux vous dire, c'est peut-être deux choses par rapport à M. Musk. Premièrement, pour tous ceux et celles qui n'aimaient pas ce qu'il a fait de Twitter, c'est-à-dire très franchement mettre fin au régime de censure qu'on avait avant qu'il acquiert l'entreprise et qu'il disait, écoutez, ça va être catastrophique pour lui financièrement, bien, regardez comment ça va quelques ans plus tard. On s'entend qu'au minimum, il s'en est quand même assez bien sorti. Par contre, pour ce qui est de laisser une empreinte sur l'administration de M. Trump, rappelez-vous comment le mandat avait commencé. La fameuse équipe Doge, comme quoi on avait pratiquement révolutionné la façon de faire au sein de la fonction publique américaine. Regardez à peine un an plus tard, qu'est-ce qui reste vraiment de Doge? Pas grand-chose, très franchement. Donc, il aura peut-être nettement plus réussi dans le monde des affaires que dans l'arène politique directe. Michel C., voulez-vous parler de Elon Musk ou voulez-vous aller au Maine? Ouais. Oui. Je vais aller à Elon Musk d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces sociétés-là, privées, qui travaillent avec la NASA, qui font des lanceurs, ça reste quelque chose de très risqué. Il y a un Blue Origin, ça c'est les fusées de Amazon, là, qui a explosé sur le pas de tir de Cap Canaveral il y a à peu près 3 semaines. Ça a fait baisser l'action, pas à peu près, ça. Tu perds 2 fusées de suite. Compliqué, ça arrive. La cote à la bourse de SpaceX va peut-être prendre une débarque. Ça reste extrêmement spéculatif. Moi, si j'avais un fonds de pension à investir, c'est peut-être pas là que je vais investir. Ah oui? Non, mais en même temps, Michel, moi, je vis ici en Californie, genre des fusées de SpaceX, il en part à tous les jours. Là. On parle pas de... Je pense qu'il a fait ses preuves à ce niveau-là. Là. Mais en même temps... Oui, mais on va lui en demander de plus en plus grosses, de plus en plus risquées pour aller à Mars, des choses comme ça. Et c'est là que Blue Origin, ça marchait tout le temps jusqu'à temps que ça ne marche plus. Et c'est une entreprise, SpaceX, qui perd de l'argent. C'est ce qu'Olivier Bourque nous disait il n'y a pas plus tard que 15 minutes, là, 45 milliards de dollars perdus au cours des dernières années. Donc, 41 milliards de dollars perdus au cours des dernières années. Donc, les investisseurs se projettent dans l'avenir pour qu'elle devienne rentable à un moment donné, lui donnant ainsi cette valeur. Parlons de ce qui s'est passé dans le Maine, Raphaël. Il y a un candidat controversé, démocrate, qui a gagné l'investiture démocrate pour un poste au Sénat. Il s'appelle Graham Plattner. Pourquoi est-il controversé et comment ça se fait qu'il a gagné? Où commencer? Il est controversé d'abord et avant tout comme néophyte politique. Ce type-là ne s'est jamais présenté à quelque poste élu que ce soit. Et là, plus le temps avance, plus les squelettes sortent du placard. Il y a toute la saga autour du tatou, entre guillemets, soi-disant tatou nazi. Est-ce que c'était un tatou nazi? Est-ce que lui savait que c'en était un? Lui dit qu'il ne le savait pas. On a maintenant 2 anciennes partenaires amoureuses, romantiques, qui disent que non, il le savait, même si vous mettez ça de côté. Il y a ces multiples propos extraordinairement controversés. On se parle de femmes. Il a suggéré qu'une femme qui est victime d'une agression est dans les faits responsable de sa propre agression. A déclaré qu'il voulait aller à la guerre pour tuer des gens. Bon, la liste, elle est très, très longue. Et là, ce qu'on a eu cette semaine, très franchement, même en incluant Donald Trump, et je ne vous dis pas qu'il est aussi pire que Donald Trump sur le fond, au niveau de sa personnalité, etc., mais il reste que même en incluant l'ère Trump, je n'ai jamais personnellement vu quelque chose de la sorte. Son ancienne directrice de campagne, une femme, encore une fois, doit-on le mentionner, est sortie publiquement dans les pages du Washington Post en publiant un texte d'opinion dans lequel elle dit, écoutez, ce type-là, j'ai travaillé pour lui, j'ai dirigé sa campagne, il est toxique à un point tel où j'appelle à un boycott essentiellement de sa candidature, à un rejet de sa candidature. Reste qu'avec tout ça, non seulement il a remporté l'investiture démocrate pour ce qui va être une des courses, sinon en ce qui me concerne la course la plus importante au Sénat américain en novembre, mais il l'a fait haut la main. Ah oui, 70 c'est ça? 70 après avoir chassé de la course démocrate la gouverneure démocrate de l'État. Le point étant simplement ceci, je fais ça brièvement, Sébastien, le Parti démocrate, pas nécessairement à la même échelle que le Parti républicain, mais peut-être en train de vivre jusqu'à un certain point ce que les républicains vivent depuis 15 ans, c'est-à-dire une base qui grogne tellement, qui veut tellement de candidats qui sortent de l'extérieur de la machine qu'on y va et qu'on est prêt à fermer les yeux devant des candidats, disons, plus exotiques qui sortent du cadre. Ben voilà, ça pose la question, Catherine. Est-ce que c'est un effet Maine uniquement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment au Parti démocrate dans le choix de leur candidat? Catherine. Je pense, comme mon collègue, qu'il y a quelque chose qui se passe dans la base démocrate. Par contre, j'ose espérer que ça ne va pas se répéter dans un autre État parce que c'est complètement ridicule. Ce gars-là n'a pas de compétences. Les drapeaux rouges sont partout. Je ne comprends pas. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a une réelle colère dans certains États démocrates et c'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle si on va dans des extrêmes comme ça, là. Michel C.
Susan Collins, elle n'a pas fait quelque chose de très négatif. Là. Ça a été quand même quelqu'un qui a livré la marchandise et qu'elle n'était pas controversée. Là. Alors, Susan Collins, c'est la sénatrice républicaine sortante du Maine contre qui Plattner va se présenter. C'est ça, Catherine? Oui, exactement. Michel C. Mais les sondages disent que Plattner pourrait battre Mme Collins, qui est là depuis des temps quasiment immémoriaux. Alors, c'est une radicalisation de la base démocrate. C'est exactement ce qui s'est passé très souvent chez les républicains plus tôt. Ça fait des années qu'on voit des primaires républicaines où on dit ils ne vont pas voter pour ce gars-là. Et oui, ils ont voté pour ce gars-là. Alors, je ne suis pas sûr que les démocrates sont très fiers de leur réplique, là, mais c'est une réplique de ce qui s'est passé de l'autre côté. Et c'est une réplique qui se rationalise tellement facilement. Je ne vous dis vraiment pas que c'est sain, loin de là, mais c'est tellement facile pour les démocrates de dire qui êtes-vous, républicains, de l'autre côté, pour nous tirer ou nous lancer des reproches quand vous avez cautionné ce que Trump fait depuis plus de 10 ans. Sauf qu'en même temps, on s'entend pour dire que si on suit cette logique-là, c'est une course vers le fond. Des deux côtés. À suivre, donc, où ça va les mener. Oui. En fin de semaine, il va y avoir, je ne sais pas s'il y a des amateurs de combat ultime, combat d'arts martiaux, la UFC autour de la table, mais il va y avoir un grand gala sur la pelouse de la Maison-Blanche. C'était un concessionnaire Tesla avant, là, ça devient une arène, un octogone pour les combats ultimes. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça va avoir lieu là dimanche? Dimanche, qui est la journée anniversaire de M. Trump, il aura 80 ans. Oui, puis ça se peut qu'il y ait des tempêtes et que ça n'ait pas lieu, mais bref... c'est un symbole de masculinité. Voyons. Masculinité. Aidez-moi. Masculinité, c'est un symbole de combat. Donc, ça plaît à la base de Trump. Ça plaît au président lui-même. Et c'est Freedom 250, Liberté 250. Il y a le département d'État qui a lancé un partenariat public-privé avec UFC, qui est l'organisation des combats ultimes qui est détenu par TKO Holdings. Ça n'a aucun sens. Donc, on essaie de nous faire croire que la UFC et le département d'État vont faire de la diplomatie ensemble, alors que c'est purement de la promotion commerciale. C'est vraiment du jamais vu, d'autant plus que le président a dit il y a à peu près un an avoir des actions dans la compagnie qui détient UFC. Donc, je ne pense pas qu'on va voir ça en dehors du règne de l'administration Trump. C'est complètement loufoque. C'est inusité. Raphaël et Michel C., on n'a plus de temps. Je ne sais pas si ça fait votre affaire ou si vous êtes déçus, mais c'est un fait. On n'a plus de temps. Je dois vous laisser. Merci et bonne fin de semaine à tous. Je suis très, très déçu.